En France, une femme est assassinée par son compagnon ou ex-compagnon tous les 2 jours et demi, soit en moyenne 125 femmes par an. Qui sont-elles? Les journaux racontent les détails de leurs dernières heures, les avocats donnent la version de l'assassin. Mais qui pour raconter l'histoire de ces femmes? Eh bien vous, Sarah Barouk, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On vous connaît en tant qu'écrivaine, 4 romans déjà à succès. Aujourd'hui, vous publiez 125 et des milliers aux éditions HarperCollins. Ça sort évidemment mercredi pour le 8 mars, la journée internationale du droit des femmes. Vous avez mobilisé 125 femmes, écrivaines, journalistes pour raconter 125 histoires de femmes victimes de féminicide. Alors parmi les noms, on a les plus grands noms quasiment, hein, Leila Slimani, Delphine Orvillers, Isabelle Carré, Titu Lecoq, Olivia Ruiz pour ne citer qu'elle par exemple. D'où est partie l'idée de cet ouvrage? En fait, c'est parti de mon histoire personnelle. Moi, j'ai vécu pendant 10 ans une relation qui était compliquée, où j'ai fini par m'enfuir avec mon bébé dans la nuit du 5 au 6 juin 2020. Et je suis partie vivre chez mes parents pendant quelques mois. Et là, j'avais besoin de comprendre si j'étais normale, si j'avais été totalement folle d'en être arrivée là, d'avoir accepté ce qui était finalement inacceptable pendant des années. Et j'ai cherché à savoir qui étaient en France les victimes de violences, si j'étais la seule finalement à avoir eu toutes les cartes en main dans la vie, à être née dans un milieu où on a fait des études, à n'avoir jamais manqué de rien, à être moi-même éduquée et à être tombée sous l'emprise. Et là, je me suis rendu compte que finalement, les victimes de féminicide, on ne les connaît que par leur numéro de féminicide de l'année et les gros titres de journaux. Le compte qu'on égrène Exactement. Au fur et à mesure de l'année qui s'écoule. On en est à la 83e, 84e. Et je me suis dit... mais je pense que pour ma famille, si ça s'était mal fini pour moi, ça aurait été une double peine que non seulement je sois plus là, mais qu'en plus je sois considérée pour le reste de la société comme un numéro qui est chassé par le suivant. Et donc je me suis dit, dans cette société, malgré tout, pour faire avancer les choses, on a besoin des chiffres, on a besoin de sentir ce qui pèse sur le nombre. Mais en ce qui concerne les féminicides, je pense qu'on a un besoin aussi capital de les humaniser. Alors c'est exactement l'objectif que vous poursuivez dans cet ouvrage, puisque chacune des artistes qu'on a citées et qui ont collaboré à cet ouvrage raconte un féminicide. Alors pas les dernières heures forcément, mais plus la femme qui avait derrière. Comment vous avez fait le lien entre ces artistes et ces femmes qui ont soit disparu, soit qui sont pas des survivantes parfois, mais vous dites des sous-vivantes, tant l'impact est toujours très violent pour elles dans leur vie d'aujourd'hui? En fait, j'ai essayé de questionner l'ensemble de la problématique. Dans ce livre, il y a 12 chapitres où je raconte ce que j'ai compris de mon histoire, et puis une dizaine de portraits à chaque fois et une interview de ce que j'appelle des témoins. Je voulais vraiment interroger toute la chaîne de la violence et ce par quoi passent les victimes. Et interroger aussi la notion de féminicide. Tel qu'on le considère aujourd'hui, c'est très restreint. Par exemple, le suicide forcé qui est reconnu depuis 2020 n'est pas comptabilisé dans les statistiques de féminicide. Sinon, ce ne serait pas une femme tous les 2 jours et demi, mais une femme chaque jour. Ce qu'on appelle le suicide forcé? C'est quand une femme a tellement peur finalement de mourir et n'a tellement plus d'espoir qu'elle finit par se suicider pour ne pas mourir de la violence de son compagnon. C'est arrivé à de nombreuses reprises. Il y a notamment dans ce livre le cas de Céline qui était tellement désespérée qu'elle a fini par sauter du 5e étage avec son bébé de quelques mois parce que son mari venait de lui envoyer qu'il allait rentrer la défoncer une énième fois. Vous racontez, et ça, au fur et à mesure de ces chapitres, les étapes par lesquelles vous êtes aussi passé. Il y a eu ce moment où vous avez pu ouvrir la fenêtre de votre domicile, sentir cet air sur votre visage et en avoir assez d'écrits, en avoir assez d'être étouffé dans votre situation. Vous avez pensé à ça? Ah oui, j'y ai pensé à de nombreuses reprises. Généralement, les personnes en face qui sont violentes sont elles-mêmes dysfonctionnelles. Donc, moi, j'étais dans une situation où je devais faire face à des disputes qui duraient 2-3 jours d'affilée, où c'était d'entendre systématiquement les mêmes phrases incriminantes, répétitives, devoir se justifier sur un emploi du temps à la seconde, alors qu'une personne normale ne se souvient jamais du mot exact qu'elle a prononcé 7 jours avant, entre 15h02 et 15h03. Bon, voilà, sauf que moi, c'était ça que je vivais. Donc oui, j'ai voulu, en fait,
raconter que la façon dont aujourd'hui on définit le terme de féminicide, c'est pas complet. C'est pour ça que le livre s'appelle 125 et des milliers, parce que oui, il y a des femmes assassinées de façon classique, je dirais, hein, donc au couteau, égorgées. Enfin, je fais semblant d'être un peu légère, mais il y a aussi des femmes qui meurent de la violence parce qu'elles finissent par tomber malades. Il y a des femmes qui meurent de la violence parce qu'elles finissent par se suicider. Et il y a des femmes qui effectivement ne sont pas techniquement mortes, mais qui ne sont pas vraiment vivantes. Je veux dire, quand on vous a frappé au point que le bébé que vous portiez est mort, vous continuez à vivre, mais vous n'êtes pas vraiment vivante. Vous êtes allé à la recherche de ces femmes, c'est-à-dire vous avez trouvé les histoires dans les journaux, vous êtes remonté à la source pour aller frapper à la porte des familles. Oui. Ça a été 2 ans d'enquête. En fait, aujourd'hui, quand on présente les victimes de féminicide, on donne généralement un prénom et le lieu où elles sont mortes. Alors, entre le prénom et trouver le numéro de téléphone portable de la maman, il se passe beaucoup de temps et beaucoup d'étapes. Mais pour moi, c'était capital de retrouver 125 familles, de les interroger pour savoir qui leur fille était. Et là, j'avais peur. Au début, je me disais, mais jamais personne va m'ouvrir la porte, en fait. Et il se trouve que les messages que j'ai reçus, c'est plutôt, mais merci, c'est le projet qu'on attendait, parce que ça va faire 10 ans qu'on me demande de raconter si ma fille s'est pris 39 coups de couteau ou 41, et jamais qui elle était, jamais ce qu'elle aimait dans la vie, jamais quel était son rêve, en fait. Cet ouvrage, il est, voilà, je le répète, 125 000 et des milliers, 125 et des milliers, pardon, aux éditions HarperCollins. Ça sort donc mercredi pour le 8 mars. Il y a d'autres initiatives qui arrivent, notamment un projet qui va sortir aussi le 8 mars que vous portez. Vous pouvez nous en dire un mot? Le but, c'est de faire 125 et après. J'ai vécu ces situations d'urgence et je me suis dit, on ne va pas pouvoir réparer une femme dont la psychologie est abîmée. En revanche, on va pouvoir lui fournir peut-être des aides très pragmatiques. Par exemple, dans ce livre, je développe l'idée que, grâce à l'UNFF aussi, à qui les droits sont reversés, oui, pardon, excusez-moi, en aide aux à familles l'Union nationale des familles de féminicides, voilà. Tous les bénéfices de l'ouvrage seront reversés. Exactement. Qu'en fait, une fuite, ça se prépare, à moins d'être en danger de mort immédiat, mais lorsqu'on s'enfuit et qu'on n'a pas les papiers d'identité, le livret de famille, etc., les doudous des bébés, quelques vêtements, on est souvent obligé de retourner dans un appartement où on est en danger. On dit tout le temps aux femmes de s'enfuir, mais en réalité, elles meurent quand elles s'enfuient. Donc, l'idée, c'est de faire passer le message qu'une fuite, il faut s'y prendre à l'avance. Essayer de tout rassembler dans un sac que l'on cache chez une amie de confiance ou dans un coffre de gare, etc. Et je me suis dit, pour incarner cette idée, il faut l'objet. Donc, avec la marque Rive Droite, dont la présidente participe au livre, on est en train de créer le sac pour fuir, qui a un double fond et un QR code spécial caché dans l'étiquette qui renvoie vers toutes les consignes pour une fuite en sécurité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Info. Le site internet portera évidemment le nom de 125 et après. 125 et après. C'est à lire et à acheter aux éditions HarperCollins en librairie à partir de ce mercredi 8 mars. Merci beaucoup, Sarah Barouk, d'avoir été avec nous. Merci.